Bonjour à tous et bienvenue au Jamspot Summit 2025. Je suis ravi de vous retrouver pour cette matinée exceptionnelle. Alors, comme vous le voyez, je suis déjà en tenue pour la matinée, en tenue d'explorateur, mais je suis passé de la faune à la jungle technique puisqu'on a avec nous toute une régie pour nous accompagner sur cet événement. On est ensemble pendant toute la matinée pour explorer, décrypter les tendances clés du numérique. Et pour ça, heureusement, je ne suis pas seul. Je serai accompagné d'une équipe de fins aventuriers, des explorateurs qui connaissent bien le numérique. Et en parlant justement, j'en aperçois un à l'orée du sous-bois. C'est Alain. Alain, comment ça va? Écoute, bonjour Benoît. Écoute, grande forme. Et toi, je vois que tu es en magnifique tenue. Hein, tu es prêt. Et pour l'occasion, il fallait bien ça. Hein. Ah bah attends, il fallait bien ça, mais justement on a toute une équipe d'explorateurs qui est avec nous pour ce summit. En tout cas moi je suis content d'être sorti de la jungle pour te retrouver pour ce qui est déjà la 4e édition. Hein. Et oui, 4e édition de ce summit. Alors, c'est toujours excitant de lancer justement ce summit, un live complet autour de sujets qu'on amène justement, et ce sont souvent les sujets du moment, hein, voilà, c'est ça, et qu'on veut traiter avec les professionnels. D'ailleurs, on les salue, hein, parce que vous êtes plus de 200 à être avec nous aujourd'hui. Voilà, bonjour à tous. Exactement, et c'est la raison d'être d'ailleurs du Jamspot Summit, hein, permettre à tous les professionnels d'y voir plus clair au niveau du numérique, ses actualités et ses enjeux. Donc on est ensemble pendant toute la matinée. On verra évidemment tout un tas de sujets, mais le tout de manière bien sûr décontractée. Donc installez-vous confortablement, prenez votre café, votre thé, votre boisson. On est ensemble jusqu'à environ 12h30 avec un programme quand même assez chargé, Alain. Oui, alors on va d'abord parler des sujets effectivement, parce qu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup de sujets qui sont arrivés dans cette jungle numérique. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA qui pose plein de questions. On parle aussi beaucoup de souveraineté qui pose aussi autant de questions. On a ces nouveaux outils de communication, on a la place du cloud, la place justement des humains et donc du collaboratif. Et c'est vrai que quand on prend un peu tous ces sujets, c'est pas facile aujourd'hui pour une organisation, pour un manager, un décideur de se dire mais qu'est-ce que je fais, par où je commence, quelles sont mes priorités aujourd'hui, est-ce que je dois mettre plus d'énergie dans l'IA, dans le collaboratif, est-ce que vraiment je dois devenir souverain maintenant ou je peux attendre comme depuis longtemps, enfin vraiment beaucoup de questions. Et donc l'idée c'est de répondre à ça, redonner des priorités, redonner de la visibilité à travers justement des intervenants, des prises de position aussi, parce qu'il faut avoir des gens qui décident un peu, qui donnent des éclairages pour avoir cette visibilité-là. Et c'est pour ça qu'on a concocté un programme de fou. Hein. Exactement, ouais, on va commencer avec une conférence. Nos invités sont déjà en place derrière. Donc ils vont parler du trio IA, collaboration et souveraineté. Peut-on tout concilier dans l'environnement numérique? On aura ensuite le plaisir de te retrouver, Alain, pour la keynote produit, avec Blandine, hein, évidemment, la traditionnelle keynote produit. On aura ensuite toute une série d'ateliers pour aller véritablement au cœur des enjeux des professionnels. Et on aura bien sûr tout un tas de surprises à vous faire découvrir tout au long de la matinée. Mais d'ailleurs, ils sont là derrière, ils sont chauds justement pour répondre aux questions de Julie. Dans cette table ronde, ça va être justement le moment qui va introduire un peu cette matinée, mais pas que. Hein. Exactement, mais avant de donner la parole à nos invités, justement, on a une petite vidéo à vous montrer. On a célébré les 20 ans de Jamspot en juin dernier. Et si vous n'y étiez pas, si vous n'avez pas pu nous rejoindre lors de cette soirée exceptionnelle, voici un petit aperçu. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Pour fêter avec nous les 20 ans de Jamspot. Je vais avoir le plaisir de passer la parole à quelqu'un que vous connaissez tous. Donc je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Alain Garnier, fondateur et dirigeant de Jamspot. Vraiment, merci à tous d'être venus, vraiment. Alors ce soir, voilà, c'est pas juste les 20 ans de Jamspot qu'on fête, vous l'avez bien compris, c'est le début des 20 prochaines. Elles seront libres, elles seront plus collectives, elles seront aussi plus souveraines, parce qu'on a besoin de cette dimension-là. Mais avant ça, avant d'écrire ces 20 prochaines années, moi ce que je vous propose ce soir, c'est de faire la fête ensemble, parce qu'on l'a bien mérité, et parce qu'on est Jamspot. Voilà, merci à vous, on se retrouve demain, parce que demain, c'est déjà aujourd'hui. Voilà, hashtag Turfu.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde d'introduction au GemSpot Summit. Alors, j'ai le plaisir de l'animer aujourd'hui autour de thèmes dont on parle beaucoup, mais pas forcément ensemble. On va parler aujourd'hui de collaboration, d'IA et de souveraineté. Et on va se demander si tout ça est conciliable. Alors, on est sur des sujets d'efficacité, d'innovation, d'indépendance, des sujets qui sont au cœur de la stratégie des entreprises. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir 3 invités aujourd'hui. Bonjour messieurs, bienvenue et merci d'être là. Bonjour. 3 invités au regard complémentaire et je vais vous les présenter. Alors on va commencer avec toi Tariq. Donc tu es Tariq Krim, tu es entrepreneur donc avec Joli Cloud et NetVibes notamment. Tu es fondateur de la newsletter Cybernetica. Tu as été vice-président du Conseil national du numérique et aujourd'hui tu travailles sur le sujet de l'IA, c'est ce qui t'occupe et tu vas nous en parler. Bonjour. Encore merci d'être là. Je me tourne vers toi Bernard, donc tu es Bernard Baron, tu es directeur associé chez Arctus. Donc Arctus c'est un cabinet de conseil stratégique opérationnel autour de la transformation digitale des organisations et Arctus notamment publie tous les ans un observatoire. Et en 2025, c'est l'Observatoire de l'intranet augmenté et tu vas nous en parler tout à l'heure. C'est ça. Bonjour Julie. Bonjour et merci encore d'être là. Et je termine avec toi Jérôme. Donc tu es Jérôme Test, tu es consultant chez Aléa, tu es spécialiste de la transformation digitale et tu accompagnes des organisations du secteur public et du secteur médico-social. Tout à fait. Bonjour. Eh bien, encore merci d'être là. Et pour commencer sur ce sujet, moi je vais me tourner vers toi, Tariq. Est-ce que tu peux nous donner ta vision justement sur ces 3 sujets, collaboration, IA et souveraineté. Aujourd'hui, on en est où? Quel impact pour les organisations? Alors déjà, tout d'abord, merci de m'inviter, je suis ravi d'être là. Alors, je tiens à préciser que moi je suis quelqu'un qui vient plutôt du monde du consumer Internet, donc j'ai toujours travaillé sur des produits, que ce soit NetVibes, Joli Cloud. Mon idée était de m'adresser à l'utilisateur et plutôt l'utilisateur dans un cadre non professionnel, même si on l'a vu, la frontière entre ce qui est le consumer et l'entreprise est devenue similaire. Et je m'intéresse beaucoup aux tendances en amont. À chaque fois que j'ai monté des startups, c'était lié à une intuition ou à une vision de là où le marché allait aller. Donc quand j'ai fait NetVibes, j'étais intéressé à l'idée qu'on allait entrer dans un monde où on était submergé d'informations. Quand je fais Joli Cloud, c'était les débuts du cloud et se dire comment on construit une unité dans son cloud qui est éparpillée dans plein d'endroits. Et là, aujourd'hui, avec l'IA, je sens qu'on a la même dynamique. C'est-à-dire on revient un peu à la même sensation des débuts de l'Internet, où on est sur un nouveau marché. Et ce que ça veut dire, quand on parle de nouveau marché, c'est que les acteurs établis ne sont pas certains qu'ils vont dominer ce marché. D'ailleurs, quand on parle d'IA, aujourd'hui, on parle surtout de OpenAI avec ChatGPT, de Anthropic, et tous les autres acteurs, les Amazon, alors Google s'est mis dans le jeu aussi, ils ont investi énormément, mais tous les autres acteurs ne sont pas soit très présents, soit ont l'air d'être plutôt à côté des sujets. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. Ce que je crois aussi, c'est qu'on est en train de basculer d'un monde du cloud, du SaaS, qui est un monde classique, vers un monde de l'IA. En tout cas, ça, c'est le narratif qu'on nous donne, mais en même temps, on le sait, l'informatique, ce n'est pas... On change d'une chose à l'autre, ce sont des couches. On a donc les couches qui s'accumulent, et donc on a une nouvelle couche de valeur. Et tout l'enjeu va être, pour les acteurs existants, et les nouveaux acteurs, de savoir où est la valeur. Alors, quand je parle de l'IA, je dis toujours que c'est une révolution technoculturelle, dans la mesure où, d'un point de vue technique, c'est une nouvelle stack, donc c'est un ensemble de produits. C'est beaucoup moins dur qu'on le dit de les adopter dans l'entreprise, il suffit de s'abonner à un logiciel. Donc là, c'est la partie technologique. Mais ce qui est nouveau, c'est que quand on installe ces outils dans l'entreprise, la manière dont les gens travaillent change complètement. Et donc la culture de l'entreprise peut changer également. Et donc quand on parle de collaboration, on va évidemment parler de ces sujets. Il est important de rappeler que l'IA générative, à la différence de l'IA
classique de machine learning qui s'alimente sur des données et qui permet ensuite de faire des probabilités et d'analyser des choses. Donc c'est ce qu'on a depuis une dizaine d'années, c'est la grande révolution du machine learning. Ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est qu'on est dans un nouvel espace qu'on appelle l'espace latent. Et en fait, elle se nourrit de culture, elle se nourrit de phrases, de mots, de textes, d'images, de vidéos, de sons. Et donc, en fait, on est sur un outil qui est capable aussi de formaliser des idées, de nous aider à formaliser. Donc, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et quand je parle de l'espace latent, c'est évidemment cette nouvelle conquête, c'est-à-dire que quand on a inventé le cloud, on avait un nouvel espace. Je rappelle toujours que quand on a la micro-informatique, tout le monde pensait que la valeur, c'était l'ordinateur. Et puis ensuite, notamment Bill Gates a dit, non, en fait, il y a un marché incroyable du software, on a acheté des logiciels. Et puis un jour, il y a l'Internet qui est arrivé, et on s'est dit, en fait, la valeur qu'on a créée avec le logiciel, elle va être encore plus grande dans l'Internet. Et puis ensuite, on a fait le cloud, on a formalisé, je dirais d'une certaine manière, avec le cloud et le mobile, cet écosystème. On a créé des business models assez simples, on peut acheter facilement, et donc là, on a construit un univers. Et donc le pari que font toutes ces entreprises dans l'IA, c'est de se dire qu'il y a encore un espace encore plus grand que ce qu'on a connu, dans lequel il y a une nouvelle conquête. Et pour donner un exemple, alors les montants sont complètement déments, puisqu'on est en 1000 milliards de dollars, c'est ce qui a été investi selon Bloomberg dans les dernières semaines, juste dans les dernières semaines, et l'année d'avant, c'était quasiment la même somme. Donc on est en fait dans des sommes colossales, avec des data centers qui sont construits de par le monde. Aux États-Unis, il y a plus de data centers construits que de bureaux. Alors, ça veut dire qu'on est en train de peupler peut-être le monde d'employés fictifs ou synthétiques. Donc, il y a un vrai sujet. Et c'est vrai que donc l'ambition, en tout cas sur le papier, c'est de se dire on fonce là-dedans. Alors, évidemment, ce monde-là est à la fois plein d'opportunités. C'est aussi pour ça que je me suis remis là-dedans. Bon, j'ai aussi d'anciens collaborateurs et mon co-founder qui sont dans les entreprises de l'IA, OpenAI et autres. Donc, mais surtout, ce que je sens, c'est la combinaison. Dans l'histoire de l'informatique, on a deux choses. On a ce qu'on appelle les platform shifts, quand on change de plateforme. Par exemple, quand on est passé de l'ordinateur au mobile. Nouvelles opportunités, de nouvelles marques, des sociétés comme Uber, Airbnb, enfin toutes ces applications n'auraient pas existé sur l'ordinateur. Et on a aussi ce qu'on appelle les vibe shifts, les changements culturels. C'est que soudain, la perception de ce que l'on pense être important change. Et avec l'IA, on a la combinaison des deux. Ça veut dire que d'une certaine manière, on repart un peu d'une page blanche. Ce qui est incroyable quand on est entrepreneur, parce qu'on se dit on peut reprendre les règles, réfléchir à nouveau. Ceci étant, c'est une page blanche sur les produits, mais les entreprises, les personnes qui fonctionnent, qui travaillent dans les entreprises, eux ne changent pas. Donc ce qui est important, ça va être de voir quelles sont les choses qu'il faut faire. Et là, on en parlera parce que il y a quelques mots-clés que j'aime bien, comme Intranet augmenté. En fait, le véritable enjeu dans une entreprise, c'est soit on augmente les individus, un par un, donc quelqu'un soudain devient... Quelqu'un qui est un peu brouillon, mais qui a d'autres compétences, soudain avec l'IA devient carré. Quelqu'un qui aime bien travailler à la dernière minute, en fait, maintenant on peut imaginer qu'il va arriver à une réunion en ayant lu les documents, synthétisé, donc réfléchi, et donc on a des réunions hyper productives. Mais le véritable enjeu, c'est pas d'augmenter la personne, c'est d'augmenter une équipe entière. Et tout le véritable enjeu, c'est là où la collaboration et les outils de collaboration, à mon avis, vont être fondamentaux. C'est qu'on a ces technologies qui permettent à chaque personne d'être plus performante, de mieux structurer ses idées, en n'oubliant pas que, évidemment, l'IA n'est pas la panacée, c'est un outil, mais c'est pas un outil qui remplace les tâches, c'est un outil qui nous aide dans la tâche. Et à chacun d'évaluer en fait quels sont ses points forts et points faibles et d'utiliser l'IA pour les pallier. Mais la question qui est donc posée à tous, c'est comment une équipe, on arrive à faire augmenter une équipe et à faire que la meilleure version de l'équipe existe, puisque quand on est entrepreneur et quand on a une équipe ou quand on gère une équipe, évidemment on veut que la meilleure version de l'équipe fonctionne, chacun fonctionne bien. L'IA va changer les profils, les possibilités. Dans ce cas-là, on va avoir un nouvel enjeu qui est de travailler ensemble. C'est pour ça que les outils de collaboration, à mon avis, vont
sont toujours essentiels et vont devoir aider les collaborateurs à travailler mieux dans cet environnement. Le dernier point, alors c'est le risque, c'est que dans l'histoire de l'informatique, on a toujours associé l'ordinateur à la précision. D'ailleurs, dans les films de science-fiction, l'ordinateur a toujours la bonne réponse. Et là, comme on rentre dans des modèles non déterministes, c'est-à-dire dans des modèles où tout ce que l'on a sont des approximations, on passe d'un environnement où tout était fait sur de la précision, les logiciels étaient pensés. Quand ça ne marche pas, c'est qu'il y avait un bug, ou qu'on n'avait pas les bonnes données, ou on avait oublié de réfléchir à une fonction. Aujourd'hui, quand on est dans l'espace latent, quand on est dans l'espace de l'IA, donc l'espace de travail de l'IA, on est dans un système où tout ce que l'on nous donne est peut-être vrai, est approximatif. Donc on n'est plus du tout dans la même logique. Alors les humains aussi sont un peu approximatifs. Et donc il faut apprendre à travailler avec des outils qui n'amènent pas le même niveau de précision que l'informatique avait avant. Donc on peut faire de nouvelles choses, mais en même temps, pas les mêmes que ce qu'on pouvait faire avec ses logiciels classiques, mais en même temps, la combinaison des deux est intéressante, et donc il y a, à mon avis, un énorme apprentissage et d'énormes opportunités. Mais c'est vrai que le risque aujourd'hui, c'est de s'appuyer exclusivement sur des outils qui sont imprécis, et de se dire qu'on va prendre, par exemple, télécharger des données, les uploader dans un logiciel, et dire fais-moi une synthèse, et ne pas vérifier. Et évidemment, donc il y a toute une réflexion sur comment apprendre à travailler avec des systèmes qui donnent des résultats qui sont parfois imprécis ou parfois totalement faux. Pardon. Quand on a préparé cette table ronde, du coup, tu m'as parlé justement des biais qui peuvent être induits par l'IA, et je pense que là, on est dedans. Tu peux donner un exemple d'un changement de vision du monde, mais qui serait justement lié à ces biais? Alors, il y a un vrai sujet, c'est que l'IA, et c'est là que c'est complexe, c'est que c'est à la fois une bataille industrielle, puisque désormais certains acteurs, OpenAI depuis quelques semaines est désormais la société privée la plus valorisée au monde, elle a dépassé SpaceX. Donc leur vision, c'est de devenir la nouvelle big tech de référence, possiblement la première, parce que et en même temps une bataille géopolitique entre les États-Unis, la Chine, avec un sujet qui est que l'IA en tant qu'outil militaire est un outil de domination totale, et donc comme à l'époque avec le nucléaire, les missiles nucléaires, les ogives, pardon, celui qui les possède et le scénario où on maîtrise toute attaque possible était important. Là, on a la même chose. Et donc on est dans une bataille aussi, ce que j'appelle parfois une bataille épistémique, puisqu'on est... un modèle de données est un modèle, une vision en fait d'une forme de culture ou d'une vision du monde qu'on a modélisée, pour simplifier. Quelle est cette vision du monde? Qui la donne? Quels sont les objectifs? Moi, je me rappelle au tout début, quand je posais des questions basiques de géopolitique sur ChatGPT, il me ressortait texto le motto du département d'État américain. Donc en fait, on a un vrai sujet. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de culture, c'est qu'il faut aussi prendre conscience qu'il y a des biais. Alors après, il y a tous les biais aussi sur les batailles idéologiques en ce moment aux États-Unis, les IA woke, pas woke, etc. Donc en fait, on se retrouve dans une entreprise qui a sa propre culture et sa propre éthique de travail à devoir utiliser des outils qui ne sont pas toujours simples. Et donc il y a un vrai travail des utilisateurs de bien vérifier, d'apprendre aussi. Contrairement à ce qu'on dit, l'IA est un outil qu'on peut utiliser sans savoir l'utiliser. Mais au bout de quelques jours, on prend conscience qu'en fait, il faut apprendre à bien réagir de la même manière que quand on parle à quelqu'un qui a un agenda. On parle avec lui, mais on sait aussi qu'on ne doit pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant. C'est la même chose pour l'IA. Ok, merci Tariq. En tout cas, ça nous fait un bon sujet, un bon début de réflexion. On a une bonne vision globale. Maintenant, je vais me tourner vers Bernard. Du coup, on va parler peut-être de ce qui se passe dans les organisations par rapport au dernier observatoire d'Arctus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalité de ces trois sujets, donc collaboration, IA et souveraineté? Alors, juste pour redonner le contexte, donc on a un cabinet de conseil, donc on fait du conseil stratégique, du conseil opérationnel, et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre notre environnement pour pouvoir donner du sens. Et donc depuis une vingtaine d'années, on
on réalise tous les ans des observatoires, et il y en a un qui est depuis le début, qu'on gère depuis le début, qui est l'observatoire de l'intranet. Il a changé de terminologie au fur et à mesure. L'intranet est devenu la digital workplace, les espaces collaboratifs, les réseaux sociaux, etc. L'employee experience platform. Et puis à la fin, quand on décrit cette réalité, les gens nous disent oui, vous nous parlez d'intranet. Donc en fait, l'intranet, c'est un mot qui est très vieux, démodé, mais on n'a pas réussi à le remplacer. Donc on fait des observatoires pour essayer de donner du sens. Juste pour donner le contexte, on a entre 500 et 800 réponses, ça représente entre 5 et 8 millions d'utilisateurs, donc d'un point de vue statistique c'est un petit peu représentatif, et on interroge nos répondants sur des sujets fonctionnels, des sujets qui ont trait à la gouvernance, des sujets qui ont trait aux technologies. Et cette année, on a ajouté évidemment le volet IA à notre questionnement. Donc pour donner un aperçu général, et puis c'est le métier de James Watt d'accompagner les clients sur le sujet des intranets. Le premier enseignement, c'est que les intranets ont rajeuni. Ah, rajeunu, c'est pas mal. J'ai essayé cucurbitacé, mais rajeunu, c'est pas mal non plus. Voilà. C'est pas mal. Donc, les intranets ont rajeuni sous l'effet, évidemment, de la crise sanitaire. Donc, en gros, les intranets avaient entre 7 et 10 ans de moyenne d'âge, et dans notre observatoire, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont, je pense qu'ils doivent être à 40% à moins de 3 ans de moyenne d'âge, allié au fait qu'on a changé de technologie pour réaliser cet intranet. Donc ces intranets sont faits de façon beaucoup plus rapide, engagent des investissements en CAPEX qui sont plus bas, donc ça permet de faire de la conduite du changement. Donc les intranets sont plus jeunes. Les intranets sont perçus par nos répondants comme un élément indispensable. Indispensable à quoi? Mais indispensable, on va dire, pour commencer, à la communication, mais indispensable à leur travail quotidien. Donc les intranets sont jeunes. La richesse fonctionnelle est un élément super important. On a en permanence dans nos observatoires, on essaye de faire des corrélations. Donc on fait la corrélation entre le niveau de satisfaction des utilisateurs et un certain nombre de questions qu'on pose. Et par exemple, on a vu que plus les intranets sont riches fonctionnellement, plus les utilisateurs sont satisfaits. Alors, on a testé une trentaine de fonctionnalités dans les éléments intéressants, on voit que depuis probablement 15 ans, le trio de tête ou le quintet est toujours le même. Alors la position bouge un petit peu, mais c'est l'annuaire d'entreprise, le moteur de recherche, le lanceur d'application, la gestion documentaire et les actualités. Donc voilà, ça c'est des fonctionnalités qu'on doit trouver dans nos intranets. On a testé plein d'autres fonctionnalités, par exemple toutes les fonctionnalités d'engagement, c'est-à-dire celles qui permettent de créer de l'interaction, de faire société, donc la possibilité de mettre des likes, des comments, etc. Et on voit que c'est déployé, et c'est pas très utilisé. On reviendra avec l'IA et les usages, mais il y a un certain nombre de choses qui tombent pas spontanément en marche. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut les animer. Les intranets, donc fonctionnels, et plus il y a de fonctionnalités, plus on a de satisfaction. La gouvernance. Donc ça, c'est un sujet essentiel. Gouvernance, c'est faire en sorte que ce dispositif fonctionne au quotidien et fonctionne dans la durée. On a l'habitude de dire, ou on entend nos interlocuteurs nous dire, quand j'ai lancé mon nouveau site web, je suis tranquille pour 3 ans, mais quand j'ai lancé mon intranet, ça fait que commencer, et donc voilà, tous les ans, il faut que je mette en place un plan d'amélioration continue. Gouvernance, ça veut dire mettre en place des comités qui vont suivre le développement du dispositif. Donc les comités mis en place de façon la plus fréquente, c'est les comités éditoriaux, les comités stratégiques, les comités
comité technique. Et là encore, on a cherché la corrélation avec la satisfaction des utilisateurs. Et on voit en gros que lorsqu'il y a des comités qui président à ce type de dispositif, les utilisateurs sont beaucoup plus satisfaits que quand il n'y en a pas. En fait, c'est une évidence. C'est si vous vous occupez des gens et des outils que vous leur donnez pour qu'ils soient dans des meilleures conditions pour travailler, ils le sentent et donc leur niveau de satisfaction augmente. Gouvernance, techno, on a testé qu'est-ce que vous avez comme type d'intranet. Donc, est-ce que c'est un intranet infocom, donc plutôt une vision de communication descendante, ou est-ce que c'est un intranet collaboratif, ou est-ce que c'est une digital workplace, ou est-ce que c'est du réseau social. Et donc, la première surprise, c'est que c'est les intranets communicants, donc les intranets infocom qui arrivent en premier, c'est à peu près 40% des réponses. Mais si on regroupe le digital workplace et le collaboratif, ça fait l'un doit être à 30 et l'autre à 29. Donc ces deux-là ensemble représentent la majorité des réponses. Donc, quel type d'intranet? On voit que la dimension collaboration est une dimension importante et donc il y a deux choses qui ont l'air d'être importantes pour les utilisateurs. C'est pouvoir avoir tout sous la main, c'est le digital workplace, et pouvoir avoir tous sous la main, et c'est le collaboratif. Donc c'est un vrai sujet. Je fais juste une petite incidente. On a un observatoire qui s'appelle l'observatoire du travail hybride, et on voit bien l'importance du dispositif digital pour faciliter le fait que les gens sont à un moment donné n'importe où, et pas tous au même endroit, ce qui a un impact sur la façon de travailler. Donc, quel type d'intranet mis en place? Donc, on va dire Digital Workplace collaboratif, c'est ça qui a la faveur de nos répondants. Volet technologique. Et là, donc, dans tes mots-clés, tu avais collaboratif, donc ça, c'est couvert par une partie de nos réponses. Et tu avais comme mot-clé IA, je viendrai après. Et le troisième mot-clé, la souveraineté. La souveraineté. Et donc, on a interrogé nos répondants en leur demandant, mais vous avez quoi comme plateforme chez vous? Et donc, c'est 80%, c'est du Microsoft, donc de l'Office 365. 10%, c'est du Google. Donc, on est à 90%. Ça ne laisse plus beaucoup de place pour la souveraineté. Donc, on a 10%. Alors, pour de vrai, les réponses brutes à notre observatoire, c'est même 7% qui sont ni Google ni Microsoft. Alors on a fait une toute petite correction de notre échantillon et donc on peut dire qu'on a une dizaine de pourcents qui disent on n'est ni Office 365 ni Google. Donc voilà. Et quand on leur a posé, ça c'était la dernière fois on leur avait posé la question pourquoi vous êtes ni Microsoft ni Google, et ils ont répondu pour des raisons de souveraineté et puis pour des raisons de coût. Voilà, c'était les deux raisons qui étaient invoquées. Donc souveraineté et IA. Donc normalement, il aurait fallu que je commence par ça, puisque aujourd'hui, dans les communications, il faut avoir de l'IA partout. Et donc, on a posé un certain nombre de questions. La première, c'est est-ce que vous avez déjà introduit l'IA dans votre dispositif intranet? Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 10% des répondants qui nous disent qu'ils ont introduit l'IA dans leur intranet et qu'il est en exploitation. Alors on peut se dire 10% pour un truc qui est très nouveau, c'est pas mal. Et quand on a fait des tris croisés, on a regardé quelles étaient les populations qui ont répondu qu'ils avaient déployé de l'IA. On s'aperçoit que c'est des populations qui appartiennent au monde du service et de la tech. Donc voilà, en fait, la vraie réponse, c'est que l'IA n'est pour l'instant pas très introduite dans les dispositifs intranet. Alors nous, notre interprétation de ça, c'est on a une lecture de la hype curve du Gartner, c'est-à-dire on a eu plein de fantasmes, les fantasmes se sont effondrés et maintenant on cherche les vrais usages qui vont rendre des vrais services. Et je reviendrai un instant sur ce que Tariq nous a dit.
il y a un fantasme qui est venu avec l'IA, c'est l'IA, ça va me résoudre mes problèmes de moteur de recherche, je vais tout trouver et en plus ça va me donner la bonne réponse. Bon, et c'est évidemment pas le cas. C'est-à-dire que si je fais tourner mes moteurs sur des océans de données dans lesquels je vais trouver tout et son contraire, l'IA ne va pas me faire le tri et donc ne va pas me rendre service. Si on regarde dans les intranets, on voit que dans les intranets, il y a des îlots de données très courts, de très grande qualité. Par exemple, le référentiel RH. Le référentiel RH, il est à jour. Le référentiel qualité, il est à jour parce que sinon, je ne suis pas certifié, donc il est à jour. Et puis les métiers, quand elles mettent des données dans les intranets, elles n'en mettent pas beaucoup, mais elles mettent des données qui sont à jour. Et donc là, à partir du moment où j'ai ce type d'informations qui sont disponibles, on se dit, ah, l'IA, ça va pouvoir me servir à quelque chose. Donc, pas très adopté, et avec, de notre point de vue, une vraie recherche de mais où est-ce que ça va me rendre service. Et donc, on voit dans notre job au quotidien auprès des entreprises qu'on accompagne, on essaye de faire en sorte de faire émerger les cas d'usage. Et il y a tellement d'incertitudes partout. C'est quoi la bonne solution? C'est quoi la solution souveraine? C'est quoi la solution qui évapore pas mes données à l'extérieur? C'est quoi la solution qui me donne des réponses avec un certain degré de certitude? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que si on trouve des cas d'usage sur lesquels les réponses, après avoir fait des tests, les réponses sont assez stables en termes de niveau de qualité et que ça me rend service, peut-être que ces cas d'usage, il faut que je commence à les déployer. Donc voilà, pas très forte adoption et probablement une nécessité de travailler sur cas d'usage. On a demandé, mais vous allez l'utiliser à quoi, l'IA dans vos dispositifs de communication interne? Et on nous dit, on va l'utiliser à faire de la recherche augmentée, en 1, et à faire de la génération de contenu, en 2. Donc voilà, dans les intranets, c'est vraiment les sujets sur lesquels on peut commencer à avoir de la valeur ajoutée. Alors, la recherche, la génération de contenu, ça concerne principalement les contributeurs, donc c'est 5% de l'entreprise. La recherche augmentée, ça concerne 100% de l'entreprise. Donc, l'enseignement de cet observatoire, c'est si vous voulez utiliser l'IA dans vos intranets, le premier endroit où vous devriez ne pas vous tromper si vous le mettez en place, c'est pour proposer des assistants de recherche qui permettent de poser des questions en langage naturel et d'avoir une réponse qui est une réponse formalisée. Et évidemment, dans les cadres internationaux, le cadre international, le fait d'être en plus multilingue, c'est parfait. Donc voilà, le panorama de ce que nous dit l'Observatoire, c'est l'IA fait son apparition de façon ténue, avec des attentes qui sont ciblées et les craintes qui ont été citées par les uns et par les autres, en particulier les craintes de sécurité, les craintes sur mon emploi, etc. Donc je pense que c'est des sujets dont on va parler. Du coup, Jérôme, je voyais que tu hochais la tête. Du coup, c'est ce que tu observes toi aussi, la recherche, tout à fait. Les mêmes freins. Oui, on travaille chez Aléa plutôt avec les collectivités territoriales, le secteur public, mais effectivement c'est les mêmes problématiques. On est dans le même sujet, avec des questions de souveraineté, forcément la crainte de voir ces données utilisées, notamment à l'étranger, mais voilà, effectivement utilisées par d'autres, pour quelque raison que ce soit. Voilà, la réglementation RGPD, la protection des données, c'est quelque chose qui tient à cœur les gens, donc ça va aussi dans le cadre de la souveraineté. Donc oui, c'est effectivement les mêmes problématiques qu'on rencontre avec nos clients chez Aléa, tout à fait. Et moi, ce que j'entends là, Bernard, sur ce que tu racontes, c'est que finalement, il y a pas mal de volonté, mais c'est assez asymétrique parce que la mise en place, elle est lente. Comment on fait pour aller plus vite au final ? Enfin, voilà, je m'adresse à tous les trois.
Ouais, permettre. vas-y. Nous, on observe qu'aujourd'hui, comme le disait Bernard, les gens ne sont pas forcément encore prêts, ou tout du moins, ils ne savent pas dans quel sens aller pour mettre en place l'IA en particulier, mais aussi les questions de souveraineté. Et donc, du coup, on a pas mal de clients qui commencent à réfléchir, du coup, plutôt en amont, à une forme de gouvernance, une forme de travail de cadrage du périmètre, donc sur l'IA, savoir dans quel but ils veulent les utiliser, sur quel périmètre, avec quels moyens. Les moyens, c'est aussi quelque chose de primordial. Donc voilà, tous ces éléments-là font que voilà, il y a besoin en amont de réfléchir à ces usages de l'IA. Parce que ce n'est pas encore très clair, ni dans la tête des entreprises, ni dans la tête du secteur public, de la manière dont on doit travailler avec l'IA. La souveraineté, c'est un petit peu plus âgé en termes de réflexion. Mais voilà, il faut effectivement bien cadrer les choses en amont. Et du coup, on parle de cadrer, mais les utilisateurs finaux, les collaborateurs, comment ils se sentent face à l'IA ? C'est quoi leur posture, et est-ce qu'eux vont aller plus vite que l'organisation, ou est-ce qu'ils font partie des freins aussi ? Alors ça fait partie aussi des problèmes. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, tout le monde en a entendu parler, bien entendu. Alors tout le monde pense à ChatGPT en priorité, mais les utilisateurs, en l'occurrence moi les agents dans le secteur public, les agents l'utilisent personnellement, et du coup l'importent un petit peu dans le cadre professionnel, ce qui du coup est une crainte pour les décideurs, les directeurs ou les élus, parce que du coup, comment est utilisée cette IA par les agents, de quelle manière effectivement il ne va pas y avoir des pertes de données, de la fuite de données, de la mise à disposition de données confidentielles sur l'internet. Donc effectivement, c'est une problématique. Voilà, il y a ce cadrage là qui permet d'essayer d'envisager la manière dont les agents, dont les utilisateurs des entreprises vont utiliser l'IA, correctement, pas correctement, avec les freins que ça peut poser. Alors, on a mesuré Shadow IA. ce Shadow IA. Donc, on a posé la question, votre organisation a-t-elle mis en place un cadre pour pouvoir déployer l'IA ? Et donc, on a, en gros, 30% des répondants nous disent, oui, mon organisation a fait ça. Et puis on dit, et vous, est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien dans votre travail ? Et on a 70% des répondants qui utilisent l'IA dans leur travail. Donc la conclusion, c'est j'ai du shadow IA sur 40% des entreprises. Et donc c'est un vrai sujet. Donc sur ta question, comment fait-on pour aller plus vite ? De toute manière, les entreprises vont être débordées par leurs utilisateurs. On avait ça aussi dans le Shadow IT. C'est quelque part une évolution normale. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tariq. Oui, bien sûr. En plus, il ne faut pas oublier, alors c'est là où on voit peut-être une différence entre le système US et français, c'est qu'aux États-Unis, on parle de moins en moins d'IA et de plus en plus d'agentique, donc d'agents. Pour rappeler brièvement, un agent, c'est une sorte d'entité qui va faire des tâches, une suite de tâches plus ou moins intelligentes, à notre place, et nous donner les résultats. Donc ça peut aller de prendre une liste de billets pour un voyage d'affaires, par exemple, d'utiliser la carte bleue, les logins, les credentials. Donc il y a toute une question de sécurité. Et on se retrouve aujourd'hui dans un environnement où les gens vont avoir des IA personnels, des agents personnels, mais également des agents professionnels, donc payés par l'entreprise. Et donc la question qui va se poser, au-delà du Shadow IA, c'est à quel moment j'utilise des choses dans le cadre personnel qui me servent au travail et vice-versa. Je voulais revenir sur un point, c'est la question de la donnée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on parle de souveraineté numérique, en fait, on parle de deux choses qui sont fondamentalement distinctes. La première, c'est la possibilité en Europe de développer du logiciel fait en Europe qui nous donne le contrôle des outils. Donc ça, c'est plutôt une chose européenne, et ça, c'est une chose à laquelle beaucoup d'acteurs, notamment Jamspot, participent. Et puis, il y a ensuite la souveraineté des données, qui est plutôt au niveau français que ça se décide. Alors, les choix politiques ne sont pas toujours bien très clairs, par exemple pour les données de santé, où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on ne les met pas. Et évidemment, chaque entreprise a normalement sa politique de données en décidant dans quelle mesure les données
internes de l'entreprise sont exposés ou pas, qu'est-ce qui peut être exposé ou pas. Et d'une certaine manière, le Shadow IA est une extension de cette politique de données. C'est qu'une fois qu'on a clarifié avec les gens qu'il y a un certain nombre d'informations qui doivent rester sur des services pour des raisons légales, pour des raisons réglementaires, pour des raisons de confidentialité sur des services, il est évident que on ne peut pas les utiliser de quelque manière que ce soit sur ces outils. C'est vrai que comme ChatGPT, l'adoption a été hyper rapide. Je crois qu'on est quasiment à 1 milliard d'utilisateurs, 800 millions. On a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de l'utiliser et qui se disent effectivement, dans des zones grises, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement un besoin de l'entreprise, ce n'est pas exactement des données de l'entreprise, mais c'est une question qu'on m'a posée, je vais utiliser l'IA. Et là, en fait, je voulais juste venir sur ce point, c'est qu'on est en train de basculer, à mon avis, de ce qu'on appelait la souveraineté à l'autonomie cognitive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, sur ChatGPT, sur tous ces outils, on n'a pas de données particulièrement, on a des réflexions, on a une suite de réflexions, d'analyses, de conversations, mais qui sont en fait de la réflexion, puisque quand on demande réfléchis à telle chose et qu'on nous donne une réponse, c'est en fait une réflexion, c'est la forme de texte, mais c'est une information. C'est une capacité supplémentaire de réfléchir qui nous est offerte. Et donc la question qui se pose, c'est comment on conserve cet ensemble de réflexions, comment l'entreprise peut en bénéficier, mais surtout, dès lors qu'on est sur de l'intelligence à la demande, c'est-à-dire qu'on la paye, on paye une intelligence supplémentaire, dans quelle mesure, si demain on arrête de la payer, ou si demain, qui sait, le monde est tellement bizarre aujourd'hui, tel ou tel service devait arrêter ses opérations en Europe, instantanément, toute la co-réflexion qu'on a pu avoir avec les IA pourrait disparaître. Donc en fait, un des nouveaux enjeux qui est émergent, au-delà du Shadow IA, ça va être de s'assurer que l'autonomie cognitive de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité de réfléchir de manière augmentée avec ces nouveaux outils, que tout cela soit bien en contrôle de l'entreprise et qu'elle soit évidemment maintenue. Parce que si demain, si on coupait les IA, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va poser des questions sur quelles sont les IA que l'on peut déployer au sein de l'entreprise, au sein même des ordinateurs, parce qu'on parle de plus en plus d'IA personnelle. Il y a tout un environnement qui est en train de se construire. Alors quand je parle d'IA, j'entends le chat et les agents. Et donc c'est vrai qu'on a de nouveaux enjeux, mais ces enjeux sont dans la continuité de tout ce qu'on a fait avant. Dès que l'entreprise a une vision claire de ce qu'elle veut faire, de comment elle gère ses données, de comment les collaborateurs utilisent des outils nouveaux ou anciens, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, souvent, l'IA aussi fait ressurgir des particularités ou des choses qui n'ont pas été forcément bien identifiées dans la gouvernance, dans la réglementation de l'entreprise. Et c'est vrai que ça devient une opportunité, j'allais dire, de mettre à jour globalement sa stratégie. Ouais, et justement, on en parlait, Jérôme. Tu me disais aussi que l'IA était une manière, enfin, en tout cas, un démarrage pour questionner justement la transformation des métiers, la productivité. Du coup, est-ce que tu rencontres beaucoup des solutions qui arrivent sur l'IA, ou est-ce que tu m'as dit aussi qu'il y avait parfois, on n'aboutissait pas sur une solution IA? Tout à fait. Alors déjà, je voudrais juste répondre un tout petit peu à ce que Tarek disait sur l'IA. Effectivement, si un jour on coupe les IA, il y a la problématique de récupérer tous les éléments. En fait, ce problème-là, c'est un problème de souveraineté plus global. Où est-ce qu'on met nos données, au-delà de la partie IA, c'est vraiment de la souveraineté, où est-ce qu'on met nos données avec les problématiques de précarité de la donnée si un jour les géants tombent, ou même si les tarifs augmentent et du coup on n'est plus en capacité de payer tout ça. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse qui va avec ça. Ce scénario étant le plus plausible d'ailleurs. Moi je ne crois pas vraiment qu'on va couper, mais par contre je pense que les prix vont monter, et donc il faut avoir des plans B. Tout à fait, exactement. Donc voilà, ça fait partie de la souveraineté. Alors pour répondre à la question, je veux bien que tu me... Oui, et donc du coup, Tarek disait que c'était l'occasion aussi, l'IA, de se poser des questions sur son modèle cognitif, mais aussi sur les métiers. Et concrètement, toi, tu le vois, tu me disais que c'est vrai beaucoup de questionnements à apporter. On a beaucoup un certain client qui s'interroge sur l'IA, qui même des fois veulent mettre de l'IA sans savoir exactement quelle est la cible, c'est-à-dire pourquoi mettre de l'IA. Et donc du coup, on essaye de temps en temps, alors bien entendu l'IA, ils ont conscience, nous également,
Voilà, je pense que globalement tout le monde a un peu conscience de l'intérêt en termes d'efficacité, d'optimisation, voilà, de combler les tâches non importantes, non intéressantes. Voilà, tout ça fait que l'IA, bien sûr, a un intérêt. Mais en fait, ils ne savent pas forcément quelle est l'utilisation. Et donc, nous, on a pour habitude de relever un petit peu le débat, d'étendre un petit peu le sujet, avoir une vision un peu plus macro, de manière à se dire que oui, ok, l'IA va certainement vous apporter quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas forcément la solution la plus intéressante, tant sur le point financier que sur le problème organisationnel. Donc voilà, ça fait aussi partie des questionnements qu'il faut avoir dans ce cadrage dont je parlais juste avant. Et voilà, est-ce que l'IA n'est pas nécessaire, est nécessaire ou ne l'est pas en fonction des sujets. Ok, et du coup, est-ce que, donc Bernard, est-ce que toi tu observes aussi, parce que toi tu adresses plutôt le secteur public, toi plutôt des plus grosses entreprises, enfin des grosses entreprises du privé, est-ce qu'il y a les mêmes réflexions justement, est-ce que ça bouge au niveau justement de l'organisation, est-ce qu'on se pose des questions sur comment demain l'entreprise va réfléchir ? Je pense qu'il y a des métiers qui se posent des questions. Si je dois piloter un centre d'appel qui fait du support, si je suis une entreprise dans le domaine juridique, si je suis un conseil, ce que nous sommes, tous les métiers du savoir vont devoir transformer leur façon d'opérer, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont maintenant faites de façon assez efficace par l'IA. J'observe cependant que commence à voir, alors soit c'est de la résistance, soit c'est de la réalité. Il y a une étude qui a été publiée, alors je me souviens plus, je crois que c'est le MIT ou Stanford qui dit 97% des projets d'IA dont la vocation est d'accroître la productivité ont été arrêtés parce que ça donnait pas les résultats qu'on attendait. Un autre chiffre qui a été prêté à OpenAI, qui est le niveau de fiabilité de l'IA, c'est 64%, et ce niveau de fiabilité est en régression. Et donc, on peut se poser la question, si moi je mets en place des agents, j'ai mon premier agent qui tourne, il a 64% de fiabilité. Mon deuxième agent qui tourne, il a 64% de 64%, 30% de fiabilité. Mon troisième agent, je suis à 10%. Et puis si j'ai 5 tâches, en fait, j'ai 1% de fiabilité de mon processus global. Et donc, ce qu'on voit, c'est... et probablement, ça explique la raison pour laquelle la déferlante n'est pas celle qu'on attendait, hormis la déferlante sur l'usage personnel. Je pense qu'il y a il faut trouver le chemin des choses qui nous rendent un vrai service. Donc notre guide, c'est les cas d'usage. Et je pense que Tariq nous a dit il va falloir qu'on change le mindset. Et on avait l'habitude que l'informatique, si je fais une compta, si j'ai 1 centime d'écart, je sais que je ne peux pas publier mon bilan. Si je fais une requête, je pense que c'est Satya Nadella de Microsoft a dit il ne va plus y avoir de logiciels, les ERP vont disparaître, tout va être traité par l'IA. Si l'IA fait ma feuille de paye avec la même précision que la réponse à la question que je pose, est-ce que Taïwan est une entreprise, est une île chinoise, si je la pose à DeepSeek, elle me répond oui, c'est une île chinoise, je la pose à ChatGPT, il me répond non, c'est pas une île chinoise, c'est un pays indépendant. Donc voilà, pour l'instant, les choses qu'on va pouvoir déployer, ce sont les choses qu'on maîtrise. Vous avez évoqué le sujet du prix. Moi, je me pose forcément la question de... Alors, je connais pas les chiffres actualisés, mais en gros, j'ai 500 millions de revenus chez OpenAI et 5 milliards de pertes. Donc, probablement, ce que j'achète, je l'achète 10 fois pas assez cher. Et donc, il y a un moment donné où
il va falloir avoir un réajustement des tarifs, et le réajustement des tarifs, ça va être un sujet auquel seront confrontés nos interlocuteurs qui nous disent « mais moi, mes budgets IT, ils sont en diminution. Donc tous les prestataires qui viennent en me disant « ah, je vous mets de l'IA dans votre solution, mais c'est 40% plus cher, j'ai pas la place. » Donc alors voilà, on a des sujets. C'est super intéressant parce que déjà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a vécu plusieurs révolutions informatiques et je pense qu'on sait tous que quand on écoute les communiqués de presse, y compris les études qui sont affiliées au MIT, parce que ce n'était pas directement le MIT, on va entendre tout et son contraire parce que tout le monde profite de cette fenêtre d'opportunité pour exister et pour annoncer des choses. Je ne suis pas certain que Satya Nadella veut la disparition d'Excel et d'Office, qui est quand même un de ses gagne-pains principaux. Mais il l'a prédit. Bien sûr. Et mais ce que je trouve intéressant, c'est déjà, vous avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs choses. La première, c'est que sur la question des emplois, l'IA remplace des tâches, elle ne remplace pas les emplois. Quand on est consultant, quand on est spécialiste, il y a un ensemble de choses qu'on fait dans la journée. Il y a des choses sur lesquelles, et c'est pour ça qu'en démarrage, je disais, chaque personne est différente. Il y a des gens qui sont extrêmement formels, qui sont extrêmement structurés dans leur tête. Et donc, ils n'ont pas besoin de l'IA pour être mieux structurés, ils le sont déjà. Ils ont peut-être envie de tâches qui sont plus ennuyeuses, qui sont plus répétitives, sur lesquelles on peut, évidemment, avec des prompts, limiter les problèmes, puisqu'on arrive quand même quand on fait bien les choses, à avoir... Il y a plein de techniques qui font qu'on a quasiment 100%. Si évidemment, on pose des questions, si on tape juste des prompts sans utiliser toutes les techniques, évidemment... et puis, si on ne connaît pas le sujet dont on parle, si vous êtes spécialiste en géographie, vous êtes capable immédiatement d'identifier le problème si vous n'êtes pas spécialiste, vous prenez pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Et donc, ce qui va être intéressant pour chaque personne, c'est d'identifier avec son type de personnalité quelles sont les tâches. Et aussi, ça va être le rôle de l'entreprise d'identifier comment les gens qui pourraient bénéficier de certains outils ou pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, ils sont à 13 milliards de revenus maintenant, donc ils ont quand même monté, mais ils perdent 1,65$, paraît-il, par utilisateur. C'est tous les chiffres, je parle d'OpenAI, évidemment. Mais la question qui est posée et qui est clé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on nous vend un produit à $10, 5-10$, $20 par mois. Je parle d'OpenAI, mais aussi Claude, tous les acteurs. Et il y a une offre à $200. Et moi, aujourd'hui, je vois des amis consultants qui me disent je suis en train de basculer sur l'offre à $200 parce que j'ai besoin de la capacité de réflexion associée. Et maintenant, pour mon travail, j'en ai tellement besoin que en fait, ce prix est devenu acceptable. La question, c'est que ce qui est acceptable pour un consultant qui va l'utiliser non-stop n'est pas acceptable pour un consommateur. Donc, on va avoir des différents niveaux. Et c'est là où l'entreprise va avoir un vrai enjeu, c'est comment choisir les bonnes offres, et pour l'instant, on sent que les offres qui ont été faites sont des offres de prise de marché, donc avec des prix attractifs. C'est l'idée de dire on va mettre Copilot ou tel Google dans tous les produits que vous avez déjà, sans avoir une véritable idée du prix final en exploitation et du coût global, puisque est-ce que vous avez acheté le même produit pour tous vos employés ou pas? Est-ce qu'il y a certaines personnes dans des domaines très spécifiques? Il va y avoir une véritable réflexion, et ça, je crois que les entreprises aux États-Unis, en fait, ont une façon un peu différente. En France, on regarde et puis on critique d'abord un peu et puis on y va doucement. Aux États-Unis, ils ont fait l'inverse. Vous avez des gens comme McKinsey qui ont dit on prend Copilot pour tout le monde. L'année d'après, ils sont allés voir Microsoft, ils leur ont dit finalement, on n'a besoin que de ça parce qu'on a regardé le taux d'usage et puis finalement, donc c'est des approches différentes. Mais fondamentalement, à la fin, ce qu'on va voir, c'est que les entreprises vont avoir des offres multi-produits avec une analyse aussi des points forts et des points faibles de leur personnel et de leurs collaborateurs pour voir dans quelle mesure les outils ont un impact ou pas. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a un peu jeté en pâture, comme vous disiez tout à l'heure, la technologie. Et les gens, à part les gens techniciens qui ont évidemment immédiatement adopté ces outils, la fameuse courbe de Gartner. Mais je crois qu'on est vraiment au tout début, par contre. Ce serait une erreur de se dire qu'on est... parce qu'on a à la fois une bulle d'infrastructure,
on a connu ça dans les années 90, la crise, la bulle de l'Internet. C'était en fait une bulle de la fibre optique où les opérateurs télécoms ont fait croire que tout allait et tout s'est écroulé. Mais on a quand même gardé Amazon, eBay, et puis on avait Google. Enfin, des entreprises ont émergé de ça. Et là, donc, on a à la fois une bulle de l'infrastructure avec des grandes manœuvres entre pays et autres. Mais d'un point de vue des opportunités pour les entreprises, on est au tout début. Mais il faut le voir de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'avantage. Et encore une fois, je ne le répéterai pas assez, adapter les outils en fonction des personnalités, des points forts et des points faibles des collaborateurs. Ça va être, à mon avis, le point essentiel. Sinon, ça ne marchera pas. Ok, donc du coup on parle beaucoup d'IA et on parle beaucoup d'IA aussi, moi je pense d'un point de vue individuel, personnel, parce qu'on est rentré par là dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et si on repart sur la dimension collective, sur le collaboratif, du coup, demain avec l'IA, est-ce qu'il y a encore de la valeur à collaborer entre humains, juste entre humains, ou est-ce qu'on aura forcément on a forcément une dimension IA. Quelle est la valeur finalement d'aller voir ton collègue de bureau plutôt que d'aller demander à l'IA de l'entreprise? On peut déjà se dire l'IA générative, c'est de la statistique, c'est-à-dire ça anticipe une réponse qui a déjà été donnée sur un sujet. On peut se dire, si on est confiant dans l'humanité, que la qualité de l'échange avec une autre personne, c'est d'être capable d'inventer quelque chose qui n'a pas existé. Donc, je pense que la collaboration, elle est essentielle et elle va permettre de continuer de défricher des nouvelles tendances, des nouvelles orientations. Et ce qu'on voit, c'est que l'IA va augmenter commence d'abord par augmenter la personne, parce qu'effectivement, il peut y avoir toute cette perlaboration où je réfléchis, je pose des questions, j'affine mon prompt, etc. Et puis, ça peut être aussi une IA au service du groupe, c'est-à-dire d'une équipe. J'ai un truc qui marche bien, je le partage, et ça devient un secrétaire du groupe qui va traiter un certain nombre de tâches avec le sujet de l'efficacité et de la précision, qui reste un sujet à bien maîtriser. Et je pense que je ne vois pas supprimer les échanges interindividuels. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bernard, il n'y a pas de sujet, c'est vraiment ça. Hein. Aujourd'hui, l'IA est un outil et le manque de créativité, alors on ne connaît pas le futur, hein, les choses vont peut-être changer, évoluer. En tout cas, aujourd'hui, l'IA n'est pas créative. Et donc, pour la mise en place de nouvelles choses, de nouvelles idées, notamment dans la stratégie. Hein, la stratégie, voilà, encore un milieu un peu respecté. Et du coup, l'IA aujourd'hui n'est pas capable de supplanter l'humain. Donc forcément, il y a la créativité qui va devoir se jouer en équipe, autour d'échanges, autour de débats d'idées. Voilà, l'IA n'est pas prête de remplacer ça. Et on va sûrement avoir besoin, comme le disait Bernard également, d'avoir des équipes augmentées. Du coup, c'est un travail d'équipe qui est augmenté, qui est validé ou amendé par l'IA. Tout du moins, l'IA, je le dis souvent, hein, reste un outil. C'est un outil, il faut savoir l'utiliser. Il y a des règles. Tariq évoquait les prompts tout à l'heure. Il faut savoir travailler les prompts. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que l'humain qui peut le faire. Donc voilà, la collaboration avec l'IA va être primordiale pour que les choses aillent dans le bon sens. Tout à fait. J'ai un avis peut-être légèrement différent. C'est qu'en fait, je pense qu'effectivement, l'IA est un outil, mais également est en train de devenir un collaborateur. Et je sais que ça paraît un peu contre-intuitif, mais je pense qu'on va, qu'on le veuille ou non, entrer dans un monde où on aura des équipes hybrides. Je pense que même si on a l'impression que les choses n'avancent pas, les projets qu'on voit c'est qu'on commence à avoir des outils qui réfléchissent très bien, qui sont capables de fonctionner, à qui il va falloir donner évidemment des règles et d'opérations. Mais je trouve, dans plusieurs projets, notamment je travaille sur un studio de cinéma où on utilise de l'IA en pré-production.
Et on a construit une équipe créative dans laquelle l'IA fait partie en fait du processus de réflexion. Et je trouve ça très intéressant parce que ça crée de nouvelles choses, ça n'enlève rien aux collaborateurs humains, ça n'enlève rien, mais c'est vrai qu'on a une perspective différente. Je dis souvent, on le voit à titre personnel, ce qui est fascinant, c'est en tant qu'humain, on est donc émotif. Il y a des moments où il y a un sujet, on ne peut plus le voir. Vous regardez votre document, vous l'avez fait 20 fois, vous en avez parlé toute la journée, et à un moment, vous saturez. Et vous pouvez déplacer l'information vers l'IA, qui, elle, n'a aucune émotion de ce type et qui va continuer à analyser, et qui peut vous donner une nouvelle perspective. Et là, vous repartez je dirais, à partir de ça. Et donc il y a une possibilité de décharger aussi cognitivement une partie de ces sujets pour ensuite les reprendre. Donc il va y avoir plein d'opportunités avec cette idée d'outils qui réfléchissent. Après, quels sont les usages ? Ça va dépendre des métiers, ça va dépendre de plein de choses. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont inquiets parce qu'aujourd'hui on leur dit votre métier va être remplacé par l'IA, alors qu'en fait ce sont des tâches spécifiques sur lesquelles certaines personnes vont se dire l'IA la fera mieux que moi, et d'autres où je sais mieux la faire que l'IA. Donc il y aura, encore une fois, on n'est pas encore arrivé, on est encore dans la phase, c'est binaire, c'est comme ça. Alors après, il y a beaucoup de gens sur le marché de la tech qui essayent de dire vous n'avez plus besoin d'eux. On le sait, ça fait 20 ans qu'on dit vous n'avez plus besoin d'eux, et on continue d'utiliser des mails, on continue d'utiliser les outils de base, et on a appris qu'à la fin c'est une hybridation entre ce que l'outil nous propose et ce que nous on sait faire. Et là on va dans la même direction. Simplement, comme les enjeux économiques sont très importants, on se fait marteler, les pays aussi, mais pour des entreprises, moi je crois que ce que vous disiez tout à l'heure est très intéressant. C'est qu'on peut imaginer qu'on a une équipe avec, je vais prendre un exemple, 15 personnes, plutôt que de se dire on va faire le travail de 10 personnes. En fait, on peut se dire que les 15 personnes vont avoir une capacité productive, intellectuelle et cognitive supérieure. Et donc, en fait, on améliore la qualité de son équipe. Et je sais que tout le monde veut aller vers ça. C'est que vous avez le choix entre dire est-ce qu'avec la même équipe, je fais mieux ou est-ce que je fais pareil avec moins de gens. Moi, je pense que beaucoup de gens ont envie d'aller dans une logique de faire mieux parce qu'on est aussi dans un monde où on est en compétition. Et donc, il y a encore une fois plein d'opportunités, il y a plein de risques, il y a plein de paramètres. Mais pour être positif là-dessus, je crois qu'on est, si les chefs d'entreprise et les managers qui nous écoutent, c'est aussi comprennent qu'ils ont une opportunité de se dire avec l'équipe que j'ai, je peux faire encore mieux, je peux monter, régler plein de sujets qui souvent minent, parce que quand on est dans des burn-out, quand on a des moments où il y a des charrettes, on doit travailler, on a une possibilité de décharger cognitivement une partie de ce travail, et donc il va y avoir des opportunités incroyables. Ouais, et justement, Jérôme, on en parlait, comment au niveau de l'équipe, parce que finalement l'IA ça s'apprend aussi, on parlait des prompts, d'apprendre à poser des questions, comment on fait aujourd'hui dans les organisations pour embarquer les équipes et pas laisser les gens sur le bord de la route quelque part, comme à un moment on l'a fait pour le numérique? Alors ça fait partie de la gouvernance dont je peux parler tout à l'heure. Il faut effectivement que les dirigeants s'emparent du sujet, déjà qu'ils sachent eux vers où aller, mais après il faut bien sûr qu'ils embarquent les agents avec des groupes de travail, de réflexion de quels vont être les besoins et comment ça doit être mis en place dans l'organisation. Voilà. En tout cas, effectivement, les collaborateurs doivent être sensibilisés, formés, acculturés à l'utilisation de l'IA, parce que de fait, juste poser une question dans le chat GPT, c'est pas seulement l'utilisation qu'on doit en faire. Donc voilà, il faut les acculturer, les pousser, les faire monter en compétence sur ce sujet d'utilisation de l'IA au sein d'une gouvernance et au sein d'un cadre plus global. Ok, merci. Alors justement, on arrive au bout de la table ronde et j'ai plein de questions qui sont arrivées. Et notamment, j'ai des questions sur la formation. Alors, sur justement l'acculturation des collaborateurs. On vous demande quelle place accordez-vous à la formation d'une cellule collaborateur pour optimiser les compétences en interne?
Est-ce que finalement, là, en gros, si je reformule, est-ce que c'est l'organisation qui doit pousser l'IA, ou est-ce que, au contraire, on va s'appuyer, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité là justement de s'appuyer sur ce que les gens ont déjà testé? Alors nous, de notre expérience, c'est plutôt poussé par les décideurs, parce qu'on reste dans ce qu'on disait tout à l'heure, avec ses freins, ses craintes, la souveraineté qui va avec. Donc aujourd'hui, en tout cas, de la manière dont nous on prend en main les choses, c'est plutôt faire en sorte que ça vienne de la direction avec ce cadre, et ensuite voilà, il faut faire en sorte que les agents soient consultés et bien mis au fait de leur utilisation de l'IA. Un rebond, Tariq, je t'ai vu. Oui, en fait, il y a un secret qu'on connaît, que certains d'entre nous connaissent bien, c'est pour comment faire des très bons prompts. On demande à l'IA. Moi, j'ai mes meilleurs prompts. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on explique son problème. Alors, l'IA nous oblige à quelque chose qu'on avait un peu oublié, c'est qu'on doit être dans l'explicite. Dans la conversation humaine que l'on a beaucoup d'implicite. C'est normal, puisqu'on sait de quoi on parle, on en a parlé la semaine dernière, on n'a pas besoin de le... Et parfois, pour travailler dans ces environnements, on a besoin de réapprendre à être explicite, à être structuré, mais la force, c'est que j'ai mes meilleurs prompts, je les ai demandés à mes IA, et donc il y a tout ça pour dire que l'outil est suffisamment puissant pour permettre aussi aux gens de se former. Donc il faut libérer cette opportunité, que les gens comprennent que l'outil est tellement puissant qu'il leur permettra aussi d'apprendre à être meilleurs avec cet outil. Alors il y a évidemment des formations, mais effectivement, ce que je trouve intéressant dans ce que vous disiez, c'est que les best practices, parfois les gens ne savent pas le potentiel. Souvent, quelqu'un me dit « j'ai envie d'apprendre telle langue étrangère », demande à l'IA de te faire un programme, et tu lui parles, et elle va... Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et donc il y a, je pense, dans les entreprises, plein de cas particuliers où les gens trouvent des astuces ou des façons de faire des tâches. Et effectivement, plus elles sont partagées, et c'est là où l'intranet ou l'outil collaboratif aussi permet aux gens de participer, de réfléchir ensemble à ces questions. Oui, il y a une vraie question de partage de l'information. Et du coup, avec ce que tu dis, finalement, on pourrait imaginer une cellule de collaborateurs, peut-être, mais aussi avec un agent IA au milieu qui animerait tout ça, en fait. Ouais. J'ai une autre question. Alors, est-ce que, du coup, pour avoir un bon ROI de cas d'usage, il ne faudrait pas avoir une parfaite connaissance de l'outil d'IA? Donc là, on est vraiment sur est-ce que finalement, l'efficacité, c'est d'abord d'être à 100% sur l'outil, ou est-ce que justement cette complexité dont tu parlais tout à l'heure, cette incertitude, il faut faire avec? Et on peut avoir des gains significatifs. Je vais très rapidement, les gains sont immédiats si, par exemple, on connaît tous la fameuse réunion où tout le monde arrive et personne n'a rien préparé, et donc en fait on se regarde tous. La réunion. Oui, et donc souvent on meuble parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi ou parce qu'on n'a pas été au bout, et c'est pire pour les gens qu'on a fait venir et qui n'ont même pas les éléments. Là, l'idée que les gens puissent avoir accès aux documents, les interroger, discuter, ça va être... un changement on peut imaginer ça, on peut imaginer que si les gens ont suffisamment d'idées, de compréhension des choses, on a un ROI immédiat. Je disais en rigolant à un conseiller régional, je lui dis maintenant, il faut que vous compreniez qu'à chaque fois que vous allez publier le budget de la région, tous vos administrés vont l'uploader, ils vont poser des questions, et donc soudain le niveau augmente. Mais en même temps, c'est un des ROI, c'est que normalement on peut plus venir en disant j'ai pas eu le temps de regarder. On peut toujours uploader le document et dire donne-moi les 10 points importants pour la réunion. Moi mon sujet c'est ça, voilà dont j'ai besoin, et on a une base de travail. Donc on aura un ROI. Après, il faut évidemment faire attention aux faux ROI, mais ça fait partie, c'est ce que votre expertise là-dedans, c'est d'accompagner les gens à faire attention de ne pas prendre
la vision de l'outil avec la réalité de l'outil, il y a toujours un intermédiaire entre les deux. Il y a toujours une... Et voilà, ça c'est l'histoire de l'informatique. Ouais, donc en fait, finalement, on a quand même un usage assez simple de l'IA. Tu vois, préparer sa réunion, ce que tu disais, l'accès à la complexité aussi dont tu parlais. Ouais. Et on a cette dimension plus complexe, les 64% d'erreurs. Je ne sais pas, le fait d'avoir... je pense qu'on est sur les outils actuels, on est quand même sur des ratios d'erreurs assez faibles. Et puis quand on prompte bien, on a des erreurs. Il faut faire attention parce que ces chiffres, ça dépend des versions. Il y a Luc Julia s'est fait avoir il y a quelques mois en reprenant des chiffres. C'est-à-dire que fondamentalement, on peut, sur des sujets qu'on domine, on peut se dire qu'on a quasiment une certitude sur les produits. Même si, évidemment, il faut bien définir l'IA et lui dire... n'affabule pas, c'est pour ça que je parlais d'explicite, il faut être très explicite. N'invente rien, ne dis pas, donne-moi des sources précises pour chacune des choses. Et là, a priori, ça va. Alors, juste un petit mot sur le ROI, parce que ça, c'est un peu comme le DAU, tout le monde le poursuit, personne ne l'attrape. Le ROI, c'est un sujet compliqué. Il a plein de composantes. D'abord, il a la composante des coûts. Donc les coûts, pour l'instant, ne sont pas bien connus. Et donc, si je dois faire un ROI sur un projet d'ampleur qui m'engage sur plusieurs années, il y a un très grand danger. Le deuxième élément, c'est que la valeur ajoutée de l'IA, c'est principalement de l'efficacité et donc de la productivité. Donc la promesse, je vous fais gagner 10 minutes par jour, 1 heure par jour, sur l'ensemble de vos collaborateurs, vous en avez 10 000, regardez, ça va vous rapporter plein de millions. Le problème, c'est que cette productivité, on ne l'empoche pas. C'est-à-dire ce gain d'efficacité, on ne l'empoche pas. Si on l'empochait avec la suggestion de Tariq en disant on est le même nombre, mais on est plus efficace, ça veut dire qu'on est dans un monde en croissance perpétuelle. Le monde en croissance perpétuelle, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut être dans un monde en croissance perpétuelle ou en croissance rapide perpétuelle ? Donc, la sortie par je suis plus efficace, on produit plus, on vend plus, il y a une vraie question là-dessus. La sortie par je prends mon équipe de 10 personnes de Tariq et je la fais passer à 8 personnes ou à 5 personnes parce qu'on a gagné en efficacité, je ne l'empoche pas non plus forcément parce que c'est 10 minutes que je gagne par jour. En tout cas, en France, on ne licencie pas les gens comme ça. Et donc, le ROI, les coûts sont incertains, le gain est incertain. Et donc, moi, je prends la proposition de Tariq. Je pense qu'il faut faire de l'IA dès qu'on a un ROI immédiat. Le ROI immédiat, c'est celui qui s'impose. C'est-à-dire, je devais déranger mon équipe de R&D 5 fois par jour parce que je ne savais pas quel était le bon composant que je devais proposer à mon client. Je passe à 0 fois par jour ou à 1 fois par mois. Donc là, il y a un ROI immédiat. Donc, je peux pas juste parce que là, on parle de productivité. Moi, j'étais plutôt dans une logique de les gains de productivité. Ça, je suis d'accord. Moi, je parlais plutôt de gains de cognitivité. C'est-à-dire que on peut avoir aussi une profondeur plus importante dans la réflexion à personne égale. C'était plutôt à ça que je faisais allusion. Oui, mais à la fin, il faut que ça se transforme. Si je suis dans une entreprise privée, il faut que ça se transforme en des gains de part de marché, en de nouveaux produits, en réduction du time to market, etc. Bien sûr. Donc, ça se met dans une perspective de croissance. Si je garde l'ensemble de mes équipes, qu'elles ont une efficacité supérieure et une productivité supérieure, c'est pour prendre des parts de marché. Donc, on est dans une vision de croissance. Et voilà, donc ça, le sujet du ROI et de l'IA, ce qu'on constate, c'est que les projets qui s'imposent, c'est des projets qui ont un ROI immédiat et qui ne font pas des plans sur la comète de la perspective à long terme de mon coût d'abonnement, de mes consommations, etc. Tout ça, on ne maîtrise pas. Ok, donc ROI immédiat. Alors, j'ai encore une autre question. On a pas mal de questions qui arrivent. Alors, est-ce que l'IA n'est pas plus information augmentée plutôt que intelligence artificielle ? Je ne sais pas qui veut répondre. Si on écoute ce que nous dit Yann LeCun, il dit il n'y a pas d'intelligence dans l'IA, il y a la statistique, enfin dans l'IA générative. Si on parle de celle-là, il n'y a pas d'intelligence, il y a de la statistique et donc on n'est pas encore à l'intelligence. En même temps, on a modélisé, parce que ce que fait l'IA générative, c'est un modèle du monde. C'est pas un algorithme. Souvent, on entend les gens parler d'algorithmes, c'est des modèles. Ça n'a rien à voir. Et ces modèles du monde sont maintenant suffisamment bons pour nous ressortir
un certain nombre de choses qui sont, notamment quand on parle de business étiquette, dans l'étiquette, par exemple, vous voulez écrire un email à quelqu'un, vous n'avez pas le temps, l'email que va vous proposer ChatGPT en fonction des paramètres, c'est le patron de telle boîte, tout ça marche bien. Donc en fait, il y a une forme d'intelligence qui est liée au fait que le modèle du monde et surtout le fait qu'on a affiné, parce qu'il y a eu énormément de progrès dans les 3 dernières années sur ces outils, notamment le fait qu'on a, chacun d'entre nous, donné énormément d'éléments, de points, de détails alimentés. Donc c'est là la valeur en fait, c'est l'entrechoc entre les données humaines et les tokens, voilà. Effectivement, on a pour moi, ça ressemble plus à une forme d'intelligence que d'information, mais c'est une intelligence qui a été modélisée et donc il faut apprendre à jouer avec. C'est pas une intelligence qui sera malléable comme la nôtre où on peut switcher, parler de ça et ensuite parler de musique ou de nourriture. En fait, on a un vrai et donc il faut tenir compte de l'opportunité, mais il faut voir les risques également. Ok, donc on pourrait dire que c'est une forme d'intelligence dans la mesure où nous, on la contrôle et on va aller chercher ce qu'on veut. Ouais, exactement. Ok. Alors j'avais une question qui était un peu plus ancienne mais que j'avais ratée. Alors là, on me demande comment encourager un usage responsable de l'IA sans pour autant brider les équipes. Donc là, la question aussi de la consommation énergétique de l'IA, bien sûr de la data dont on a parlé. Je ne sais pas qui veut prendre... Je peux en parler, effectivement. Ouais. Alors, donc la gouvernance, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, la mise en place de chartes éthiques avec du coup la sensibilisation, ça fait partie de la base de comment utiliser l'IA correctement. Voilà, il faut le bridage, il va être nécessaire sur des problèmes de souveraineté, mais il faut aussi expliquer les choses, montrer les possibilités potentielles. Voilà. Alors le ROI, effectivement, c'est un élément qui va permettre de comprendre pourquoi on met en place de l'IA et quel est son intérêt. Mais voilà, à l'utilisation, le bridage, il va être un petit peu nécessaire sur certains sujets pour cadrer un petit peu les choses. Mais en tout cas, il faut bien faire comprendre aux utilisateurs quel est leur intérêt à l'utiliser. Alors, il y a toujours pareil, la question via le prompt, elle est primordiale, mais il faut effectivement s'assurer et contrôler derrière la réponse. Comme le disait Tariq, si on est un expert dans un domaine, on va vite noter les points problématiques dans la réponse. Si on n'est pas un expert, il faut d'autant plus contrôler. Donc voilà, il faut bien faire comprendre aux utilisateurs que c'est nécessaire de faire attention à tout ça. Oui, je voulais juste étendre, parce qu'on a surtout parlé d'IA générative type ChatGPT. Il n'y a pas que ça. Vous avez l'IA audio où on clone la voix de quelqu'un en moins de 15 secondes maintenant, je crois, c'est à peu près la moyenne. Ou vous avez peut-être dû voir le nouveau Sora où votre personne est intégrée dans des films, Et c'est vrai que les usages malveillants aujourd'hui sont immédiatement monétisables. Le spam est devenu et les ransomware et tous ces outils sont devenus extrêmement puissant. On disait que le Japon était assez faiblement touché par les ransomware. Maintenant, depuis qu'il y a ChatGPT, ils sont aussi inondés de messages puisqu'ils sont facilement traduits. Et c'est vrai qu'il y a plein d'usages malveillants de l'IA et plein de gens qui pourraient les utiliser à des fins malveillantes. Et donc souvent, quand on parle de l'éthique de l'IA, on parle plutôt de l'IA elle-même et de sa capacité à... Où là, on le sait maintenant, les gens ont pris l'habitude de savoir qu'il y a un pourcentage d'erreurs et que les modèles ne sont pas toujours neutres idéologiquement, mais il y a aussi tous les usages malveillants faits par les humains. Et ça, malheureusement, c'est un marché qui est en recrudescence et qui pose des questions. Et évidemment, la question aussi pour l'entreprise, c'est de sanctionner ce type d'usage. Si quelqu'un utilise la voix du CEO pour, je ne sais pas, faire quoi, on peut se poser des... Enfin, il y a la charte, tout ça pour dire que ça va être un peu plus compliqué que juste les messages sur le chatbot. Voilà. Ok, merci à tous les trois. Alors, on arrive au bout de cette table ronde. Est-ce que on va faire un dernier petit tour de table? Est-ce que vous auriez chacun une idée à retenir, un conseil à donner aux décideurs qui nous écoutent aujourd'hui, pour aborder ces trois sujets? On a beaucoup parlé d'IA, mais ils sont assez liés, on a bien vu.
Je ne sais pas, Jérôme, tu peux commencer. Alors, je vais redire un tout petit peu une synthèse de ce que j'ai déjà évoqué. Effectivement, bien cadrer les besoins de l'IA, tout du moins essayer de monter des équipes, ça va avec la collaboration qui est dans le sujet, hein, monter des équipes pour réfléchir à ça. Peut-être un petit tips supplémentaire, quand on a les moyens, un expert IA, un ingénieur IA peut aider à détecter les bonnes directions, la bonne manière d'avancer avec l'IA. Donc voilà, ça. L'IA n'est pas forcément une fin en soi, mais c'est un gros levier aujourd'hui, un gros enjeu pour les entreprises, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup. Bernard, je te laisse la parole. Le thème de notre échange, c'était collaboration, souveraineté et IA. Et est-ce que tout ça, c'est compatible ? En fait, ce que je comprends, c'est que vous nous avez passé une patate chaude dont il va falloir faire quelque chose. Et en fait, ce sujet, c'est effectivement le sujet que nos clients rencontrent. La souveraineté, il se pose vraiment la question de savoir, il y a manifestement des gouvernants aux États-Unis, sièges de la plupart des fournisseurs de ce type de services, qui sont susceptibles de couper la manette du jour au lendemain. Et on se dit, c'est quoi l'impact sur mes services ? Tariq nous a dit, vous aurez pris l'habitude de raisonner avec l'IA, qu'est-ce que vous allez faire sans ? Donc souveraineté, c'est un vrai sujet. IA, c'est pourquoi faire. On n'a pas du tout parlé, vous avez associé IA souveraineté, c'est une association importante à traiter, mais il y a aussi IA et développement durable. L'impact de l'IA sur la planète, il est effroyable. Tous les fournisseurs nous disent on a décalé de 10 ans le moment où on sera neutre d'un point de vue carbone. Donc, moi en tout cas, nous on pense qu'on n'a pas de réponse sur ces sujets. On voit simplement chez nos clients une gouvernance qui se met en place avec un contrôle des usages. Et puis, on essaye d'avancer de façon pragmatique sur les usages prioritaires qui ont un vrai sens. Et nos collaborateurs ont besoin d'avoir du sens sur ces différents sujets. Ok, donc donner du sens. Oui. Et puis Tariq, pour le mot de la fin, en synthèse. Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, c'est à la fois une question de technologie et de culture. La question laquelle qu'on doit se poser en premier, c'est quelle culture d'entreprise on souhaite avoir avec ces outils. Alors, sur la question de la souveraineté et également la question, on n'a pas parlé de la question du climat. Moi, j'aime bien parler pas uniquement de l'énergie, mais aussi de l'eau, puisque c'est un vaste sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au tout début, et ce qu'on est en train de voir, c'est que l'IA décentralisée, c'est l'IA qu'on pourrait déployer au cœur de l'entreprise ou dans son téléphone, les fameuses IA open source commencent à se développer. Donc moi, je ne suis pas certain en fait que le marché va suivre la même courbe que les réseaux sociaux, où en fait il ne faut pas oublier que 80% des usages des data centers servent à analyser de la donnée pour des questions d'analyse des utilisateurs, et que si on n'avait pas cette économie toxique des réseaux sociaux et de l'analyse des données permanentes, on n'aurait pas tous ces data centers qui ont été montés. Et je pense qu'on est vraiment au tout début, et que l'idée d'avoir des outils qu'on installera dans l'entreprise, voire dans son téléphone ou son ordinateur personnel. J'ai déjà commencé à utiliser ça sur mon Deep Search et sur mon Mac, donc j'ai commencé à réfléchir. Les outils commencent à être très bons, et à un moment donné, ils seront quasiment l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, il y aura beaucoup d'options qui vont être offertes, et il y aura forcément des options un peu plus écologiques dès lors qu'on sort l'intelligence des data centers pour la ramener au cœur de l'entreprise. Et là, technologiquement, on a réglé un point, mais restent toutes les questions culturelles dont on a parlé tout à l'heure, et comment on travaille avec ces outils. Et ça, c'est un problème que l'entreprise devra traiter de toute façon.